Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Hello tout le monde, très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode de podcast aussi inattendu qu'il soit. Hein, pour ceux qui m'ont fait l'honneur de déjà avoir regardé le premier entre guillemets épisode, qui est plutôt un épisode 0 qu'un épisode 1, qui m'a vraiment servi de crash test. Vous avez bien vu que c'était pas évident qu'il y ait une suite à ce format. Finalement, j'ai persévéré, en tout cas j'ai insisté dans cette voie-là parce que je trouve que la chose est plaisante à faire de mon côté, mais elle est peut-être aussi, j'espère, plaisante à consommer, entre guillemets, à suivre du vôtre. Me voilà donc à nouveau en forêt, à nouveau en week-end, à nouveau à l'heure où le soleil pointe à peine. Là, je suis en région nantaise, dans une forêt très dense, comme vous pouvez le voir. Il pleut un petit peu, donc j'espère que ce sera absolument pas gênant techniquement. À tout moment, si une bonne grosse goutte décide de se mettre pile sur la lentille de la caméra de l'iPhone et que je m'en rends pas nécessairement compte, étant peut-être un petit peu distrait par le chemin que j'ai besoin d'emprunter et ce que je suis en train de raconter, eh ben, j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est assez bizarre, le jour se lève assez tard aujourd'hui. Enfin, assez tard, il est 6h et quelques du matin. En tout cas, il y a peu de lumière qui passe. J'espère que pour vous, c'est correct. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder des sujets déjà un peu plus définis parce que en montant l'épisode précédent et en choisissant, peut-être que c'était pas un choix qui vous a convenu, n'hésitez pas d'ailleurs à me faire les retours là-dessus, mais en montant les images de l'épisode 0, donc de l'épisode précédent, je me suis aperçu que de très fortes longueurs pouvaient apparaître, que même si c'était sympa de se balader avec moi dans la verdure, il y avait quand même aussi besoin d'une certaine cadence et d'un certain rythme dans les propos. Alors je dis pas que c'est complètement défait et que c'est irregardable, mais dans le montage en tout cas j'ai tenu à être très radical dans ma sélection et donc à enlever énormément, à écrémer énormément et vous enlever un tas d'éléments pour vous éviter que ce soit trop fatigant à regarder. Alors m'en veuillez pas si des fois j'ai des petits problèmes de stabilisateur qui parfois décidera d'en faire casse sa tête. Il me faudra parfois refaire le cadre, etc. Mais j'espère que ce sera plus doux à regarder pour vous et plus agréable au niveau sonore aussi, au niveau micro. Voilà, donc après une bonne semaine à Paris, pas mal de choses qui ont été prévues, pas mal de tournages, pas mal de gens que j'aime beaucoup, que j'ai pu passer voir. De retour à Nantes pour bosser sur les choses en cours. D'ailleurs, je me suis rendu compte en montant l'épisode précédent que parce que j'étais très obnubilé par l'essai de ce format, j'ai pas vraiment pris la peine d'expliquer peut-être à ceux qui me découvriraient avec ce format ce que je fais, ce que j'essaye de faire en ce moment, en dehors de marcher dans la forêt et d'enregistrer ça sous forme de podcast. Donc ça peut être intéressant de revenir dessus pour ceux que ça peut rendre curieux de savoir ce que je fous en dehors d'être un pseudo-garde forestier du week-end. Cette semaine, j'ai eu le plaisir donc de retrouver ce bon vieux Oussama à Paris pour pas mal de tournages, etc. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu depuis que j'ai bougé de Dubaï. Il a bougé aussi de son côté et il s'est baladé pas mal un petit peu en Europe, etc. Donc on s'est retrouvés pour pas mal de formats différents, de podcasts, d'enregistrement. Il a fait un vrai marathon d'enregistrement, mais c'était très cool.
ça nous a permis de passer pour la première fois tous les deux dans les locaux de Mathieu Stéphanie, donc qui est comme vous le savez, j'imagine tous, le GOAT du podcast français. On a eu la chance de croiser aussi rapidement avant la session d'enregistrement. Et c'est intéressant de voir comment s'organise une activité qui tourne à 100% autour du podcast. Comment avec différentes entreprises et comment avec différentes propositions de valeur, on peut justement booster ce domaine, booster ce secteur, que ce soit en proposant à des entreprises ou des individus la création, la conception et la production de tout un podcast, de tout un programme qui serait interne à une entreprise, mais aussi en proposant des moyens techniques d'enregistrement. Donc je parle de studio de podcast, etc. D'ailleurs, l'enregistrement de podcast, la proposition de studio de podcast, etc., c'est vraiment un sujet qui, moi, me passionne. Et je trouve que pour l'instant, peut-être que c'est moi qui suis un peu trop exigeant, entre guillemets, ou qui ne suis pas au courant d'assez de choses, mais je trouve qu'il y a une assez faible proposition pour l'instant en France, à Paris notamment. Alors à Dubaï, on a quand même quelques studios qui sont là, qui sont d'extrêmement bonne qualité et qui sont en général réservés longtemps à l'avance. À Paris, c'est beaucoup moins le cas, même si on sait qu'il y en a quand même. Pour des raisons qu'on peut comprendre, c'est pas forcément facile de trouver un espace. Il y a aussi une connaissance technique hyper élevée à avoir. On va pas... C'est un métier, l'enregistrement. Alors en plus de ça, on est sur une double, entre guillemets, double problématique avec le podcast. C'est que c'est de l'enregistrement, certes, mais c'est surtout audio et vidéo avec comme vous le savez, avec un style, entre guillemets, d'enregistrement audio très particulier, un style radio, donc avec des micros qui sont très spécifiques, avec une manière d'enregistrer qui est très spécifique. Mais il faut aussi que la vidéo suive. Je pense que sans alors c'est vraiment une opinion personnelle, un peu jetée comme ça, mais je pense que sans le podcast, enfin sans la vidéo et son entrée dans le podcast qui commence à remonter, hein. Alors j'ai pas forcément creusé très profondément ce sujet, mais je me rappelle que la première fois que j'ai vu une vidéo un petit peu dans ce style-là, mais qui n'était pas vraiment un podcast, c'était les radios, les stations de radio qui commençaient, je crois, à filmer leurs émissions. Et ça, c'est assez intéressant comme comportement parce que je sais pas trop comment ça leur a pris, mais il y avait une histoire de tout avait un site ou un blog. Et au début, c'était de la rediffusion d'émissions, certainement. Et puis au final, ça a été de la diffusion live. Et en fait, petit à petit, les usages évoluent. On s'habitue à aimer et voir à la fois la personne qui parle et à l'entendre parler, mais toujours dans des conditions audio de radio, donc avec des micros très spécifiques, un son très spécifique, broadcast, qui change complètement de quand on a une simple interview au micro-cravate ou prise dans la rue, etc. C'est vraiment un usage qui s'est développé et qui a trouvé son marché au fil des décennies. Il y a aussi, alors ça c'est un grand débat que j'ai souvent avec mes amis quand j'en parle, et je pense que les derniers avec qui j'ai cette discussion, c'est mes deux loustiques avec qui justement je vais souvent en forêt, plutôt en région parisienne, c'est les frères Rivol, donc Thomas et Maxime Rivol, les fondateurs avec Fabien Ferreira du Sales Lab, que je vous invite à aller découvrir si c'est pas déjà fait, si vous êtes solopreneur ou dans cet environnement-là et que vous souhaitez accélérer un petit peu, en tout cas mettre le plus de chances de votre côté de vraiment faire un bond en avant au niveau de votre business. Parenthèse fermée, mais donc je parlais de ça avec les frères Rivol et je leur parlais de à quel point les micros sont un support et un argument d'autorité visuelle. Je m'explique, c'est-à-dire que sans le micro, en termes d'objets physiques, je parle bien d'objets, de support visuel, l'effet n'est pas le même. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui parle, qui dit quelque chose, alors que ce soit en regardant l'objectif ou pas, si vous lui rajoutez un micro identifié comme un micro d'interview, de radio, donc il y a évidemment une multitude de modèles, mais il y en a quand même assez peu qui reviennent aussi fréquemment que le fameux
Shure SM7B, les micros de chez Rode, etc. Et en fait, ces micros-là qui ont en plus un design qui a été fait pour éviter de masquer complètement le visage des personnes qui parlent, ce qui était le cas des micros auparavant, où on s'en fichait complètement en fait de voir la tronche de la personne qui parle, étant donné que l'objectif c'était surtout d'avoir le meilleur enregistrement possible de sa voix. Alors il y a un avion qui doit passer juste au-dessus de ma tête, petite parenthèse, j'espère que ça ne gâche pas littéralement le son. Donc ces micros qui sont devenus des vrais arguments d'autorité, le sont devenus parce qu'ils donnent un sérieux en fait au propos qui est balancé dans la vidéo. Et faites le test, si vous mettez un casque, un micro devant vous et que vous commencez ne serait-ce qu'à lire la recette de la pâte à crêpes de votre grand-mère, vous verrez que vous serez beaucoup plus crédible que si vous parlez un petit peu comme ça tout seul dans un cadre. Enfin en tout cas, je parle en termes d'adhésion d'une audience, d'attraction de l'attention. Bref, pour avancer dans toutes ces bêtises que je raconte, le fait que les émissions de radio et enfin les podcasts, d'ailleurs il y a eu une frontière assez fine entre les deux pendant très longtemps, le fait que ces deux formats aient très vite été également supportés et promus en vidéo, je pense c'est ce qui a assuré l'engouement qu'on connaît actuellement pour le format, mais aussi la longévité. Je pense qu'en fait le podcast, pour ceux qui sont entre guillemets cultivés sur le sujet, c'est quelque chose qui date. Moi je me rappelle dans les années 90, alors j'étais extrêmement jeune, mais j'avais déjà ce mot, je connaissais déjà ce mot. Je sais pas trop pourquoi, mais je savais qu'il existait des podcasts. C'était absolument évidemment pas des podcasts comme on les comprend et comme on les connaît aujourd'hui, mais je sais que ça existait à cette époque. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans un énorme boom du format. Alors ça, attention, c'est mon opinion purement personnelle, mais je ne pense pas qu'on soit à l'apogée encore du podcast. Je pense qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Parce que moi, ça me fait... je suis plutôt satisfait que le podcast grandisse et prenne une énorme importance. Il y en a de partout. Ceux qui ne sont pas forcément très familiers et qui viennent un peu de découvrir la mouvance peuvent se dire, bon, bah, voilà, c'est comme quand du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à parler du Bitcoin, quand du jour au lendemain, tout le monde s'est mis à parler de ChatGPT, de ce que vous voulez. Oui, le podcast explose, mais en fait, il explose depuis déjà des années. Il explose de manière progressive et surtout, le podcast, c'est un environnement, c'est un format où il y a une évolution. Et comme je vous le disais, les usages... Oula, c'est pas facile à dire. Les usages changent, se façonnent en fonction de ce que les audiences, non pas font comme retour direct, mais en tout cas font comme retour par leur consommation. Et effectivement, pour en revenir au sujet qui nous a mis sur cette piste-là, je pense que pour l'instant, l'offre, en tout cas les propositions qui sont faites dans les villes comme Paris, parce que j'en connais pas 36, de studios d'enregistrement de podcasts, donc pour les gens qui ont leur podcast mais qui n'ont pas un vrai studio à eux, ou en tout cas qui n'ont pas assez de matériel pour vraiment le produire eux-mêmes et qui n'ont pas envie de faire non plus de la qualité secondaire. Je pense que pour l'instant, la proposition, elle est trop faible. Même chez les pros. Alors là, je vous le disais, on a eu la chance cette semaine de passer chez Mathieu Stéphanie et on voit tout de suite que c'est carré, etc. Et en dehors de ces quelques rares points et qui sont de toute façon en plus limités par les espaces dont il dispose, etc., je pense que l'offre est vraiment trop pauvre. Et il ne s'agit pas de juste avoir un micro et une caméra, il faut vraiment créer un environnement le plus plug and play possible. Je pense que c'est ça qui fera l'avenir de ce business-là. Alors, j'en parlais avec Oussama justement pour aller un peu plus loin sur ce sujet-là. Outre le fait, imaginons demain que l'offre, en tout cas le business se développe, l'offre se développe et devienne de plus en plus structurée, et donc on se retrouve avec de plus en plus de jolis studios podcasts hyper bien conçus, hyper bien configurés, et donc qui favorisent la création de tous ces nouveaux formats, parce que je suis assez persuadé qu'il y a un paquet de gens qui soit ne passent pas à l'acte, soit ne poussent pas plus leur implication dans un projet de podcast, parce que y a quand même une barrière technique à l'entrée. On entend partout les mecs et les gourous du minimalisme et de la surproductivité nous dire que 2 AirPods et une table basse et hop, c'est bon, vous avez un podcast. En réalité, pas du tout. Si vous avez pas de vidéo, déjà, vous appartenez pas à la catégorie dont je suis en train de parler. Alors, vous avez le droit. Mais
vous n'avez pas de vidéo, vous avez une vidéo de merde, vous avez un audio absolument basique, standard, pour pas dire un peu pourri, déjà, va y avoir un problème au niveau de l'audience. Pourquoi ? Parce que même là, ce que je suis en train de faire, je pense que la majorité des gens n'ont pas envie de le consommer. Et c'est pour ça qu'il faut faire des efforts absolument pour essayer de trouver les leviers potentiels de qualité. Mais donc déjà, il y a déjà peu de gens qui vont supporter regarder le format. Imaginons que vous trouviez quand même des gens qui vont supporter le format. Le souci, ça va être quoi ? C'est qu'en fonction du format de votre podcast, si c'est un podcast qui, comme dans 90% des cas, consiste à inviter d'autres personnes, il faut comprendre que les personnes, elles n'ont rien contre venir vous voir, mais si c'est pas pour être mises à leur avantage, entre guillemets, plus que dans un pauvre appel sur Google Meet ou sur Zoom, il n'y a quand même pas une foule de gens qui vont se précipiter au portillon pour bosser avec vous, sauf si vous êtes déjà quelqu'un d'extrêmement important et avec qui il est intéressant de se montrer. Demain, d'ailleurs, Oussama, il a commencé à enregistrer un peu les Better Call Us en studio, d'ailleurs à Dubaï, dans un studio, donc exactement comme je vous parlais, donc un studio qu'on peut louer pour tourner. Donc il a commencé à enregistrer les sessions de Better Call Us, donc qui sont des sessions d'échange d'une demi-heure avec des personnes, normalement des entrepreneurs, ou en tout cas des gens qui ont des projets ou des questions vis-à-vis de certains de leurs projets, qui viennent les poser à Us, un peu comme ça, brut de décoffrage dans un entretien d'une demi-heure, et lui qui essaye de leur apporter le plus de valeur et le plus d'informations qui leur permettra d'avoir un déclic possible. Même si il vous invitait à ce format-là en mode appel sur Google Meet dégueulasse, il y aurait énormément de gens qui seraient partants. Pourquoi ? Parce que Us, c'est Us, et que la valeur, elle réside pas dans la qualité du format, mais elle réside dans la qualité de la personne qui vous invite. Maintenant, si vous n'êtes pas Oussama Ammar, si vous n'êtes pas Naval Ravikant, si vous n'êtes pas Zinedine Zidane, faites attention quand même à la qualité de ce que vous entreprenez à ce niveau-là. Et donc, pour en revenir encore une fois à ce que j'étais en train de dire, imaginons que l'offre se soit développée et qu'il y ait de plus en plus d'endroits pour enregistrer, de plus en plus d'endroits très corrects. Je parle avec vraiment de la qualité d'image, de la qualité audio, parce qu'il ne faut ni négliger l'un ni négliger l'autre. Il va y avoir un problème que moi j'ai identifié. Alors peut-être que que je me trompe complètement. En tout cas, on a eu la discussion cette semaine. À un moment donné, même s'il y a une vingtaine de studios vraiment corrects, vraiment qui proposent quelque chose de très bon en termes de qualité de vidéo, de qualité audio et de qualité de décor, à un moment donné, les gens vont potentiellement se lasser de voir 50, 100, 200 podcasts différents avec des gens qui interviennent complètement différents, qui se passent dans le même décor. C'est comme si, alors je caricature, mais c'est comme si vous alliez au théâtre 3 fois dans la semaine et que les 3 pièces que vous alliez voir, qui n'ont rien à voir les unes entre les autres, se jouaient dans le même décor. Pas avec les mêmes comédiens, pas avec le même texte, mais dans le même décor. Il y a un moment donné, vous comprenez que ça puisse générer un sentiment d'il manque quelque chose, il manque un petit quelque chose. Et donc, la petite idée, entre guillemets, dont je voulais vous parler, que moi j'ai en tête, c'est que je pense que si quelqu'un prend la peine de construire un studio de podcast, c'est-à-dire exactement le studio de base de podcast où on peut enregistrer dans la plus haute qualité vidéo, dans la plus haute qualité audio, comme prévu, mais qu'il le construit comme un fond vert, comme un studio fond vert, c'est-à-dire un environnement de capture d'image qui vous permettra d'incruster plus tard en fond, derrière les gens que vous filmez, derrière les sujets que vous filmez, n'importe quel décor, n'importe quel environnement. Alors c'est extrêmement très technique pour ceux qui connaissent, ça demande plus d'espace, ça demande une vraie connaissance en setup, en éclairage, en captation vidéo et bien sûr en post-production, donc en incrustation, etc., etc. Mais imaginons, vous avez ce studio, et donc ça veut dire qu'en gros, à chaque fois que quelqu'un vient tourner chez vous, tout ce que vous filmez, les plans sont magnifiques, mais ce sont les gens qui viennent parler dans l'émission, dans le podcast, sur un fond vert dans la plus parfaite des qualités. C'est-à-dire que derrière, après avoir enregistré, ils peuvent s'incruster sur n'importe quoi. Imaginez qu'en plus de tenir ce studio, vous travaillez avec soit votre propre équipe, mais ou aussi avec un ou des freelances qui soient des artistes de matte painting ou des artistes 3D
qui peuvent en réalité, grâce à leur talent, leurs compétences et leurs moyens techniques, créer n'importe quel décor pour le fond des images qui ont été captées. Le tout en plus avec un angle parfait, une profondeur de champ complètement adaptée à ce qui a été fait en capture d'origine. Bref, imaginez qu'en gros, vous puissiez, à l'arrière des captures que vous avez faites, incruster n'importe quoi comme décor. J'insiste sur le n'importe quoi, c'est-à-dire qu'avec un champ des possibles illimité, en sachant que tout est construit, tout est généré par des artistes 3D, des matte painters. Bon, après, on peut aussi passer par l'IA, etc. Mais vous avez compris l'idée. Je vous donne un exemple. Imaginons demain que vous souhaitiez faire un podcast sur le toit de l'Empire State Building ou sur le dernier étage de la Tour Eiffel. Et bien ça deviendra possible. Il vous suffira, entre guillemets, d'apporter suffisamment de matière à l'artiste qui devra créer le fond à incruster pour que ce qu'il reconstitue soit le plus réaliste possible, si c'est ce que vous cherchez. Et il vous suffira, entre guillemets, le verbe suffire est peut-être un petit peu insolent, mais il vous suffira, entre guillemets, au moment du tournage, d'éclairer correctement votre sujet. Et au moment de l'incruster, évidemment, il faut aussi que ça passe par des mains expertes qui savent comment on fait. Et je vous rassure, ça existe. Quasiment tous les films, un peu d'action, en tout cas, même américains, il suffit qu'ils soient américains, que vous regardez, il y a du fond vert dedans. Vous ne savez absolument pas, mais même des fois, pour quelqu'un qui traverse la rue, pour des questions de logistique, pour des questions de droit, pour des questions de sécurité, on va tourner sur fond vert plutôt que de tourner dans un décor réel. Imaginez ça. Imaginez que vous, demain, vous avez un projet de podcast, par exemple, basé sur... Je dis n'importe quoi, c'est pour vous donner l'exemple, ok ? Vous avez un projet de podcast basé sur le sport et, mettons, sur les sports de combat ou le football, peu importe. Imaginez que vous puissiez réaliser un décor complètement artificiel, un décor virtuel, mais qui, pour autant, peut être extrêmement réaliste à l'image, où votre podcast se passe comme si on avait installé le plateau de tournage au milieu d'une cage de combat absolument officielle de l'UFC ou de ce que vous voulez, ou au milieu d'un terrain de foot, ou au milieu du vélodrome, de n'importe quel stade mythique que vous connaissez. Alors, ça ne veut pas dire que dans la réalité, on ne pourrait pas le faire. On pourrait tout à fait installer un setup au beau milieu d'une cage, dans une cage de combat ou sur un stade de foot. Le problème, c'est que, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en termes de moyens financiers et techniques pour le faire, il y a quand même une petite barrière à l'entrée. Et surtout, déjà, arriver à le faire une fois, c'est miraculeux et un exploit. Mais alors, le faire toutes les semaines parce que vous avez décidé d'être discipliné et d'être régulier dans la production de votre contenu, je ne sais pas comment vous faites, mais partagez la recette dans un e-book parce que ça intéresse du monde. Et c'est là où vous voyez l'intérêt de pouvoir tourner dans des conditions absolument parfaites audio-vidéo avec cette possibilité-là qui devient en fait la manière de faire de base, parce que évidemment vous ne pouvez pas choisir, c'est soit vous tournez sur un fond vert et donc vous pourrez incruster plus tard tout ce que vous voulez, soit vous ne tournez pas sur un fond vert. Pour l'instant on en est là, évidemment avec les évolutions. D'ailleurs, Ous m'a un peu chambré là-dessus, mais il m'a dit mais maintenant les mecs ils arrivent à faire de l'incrustation avec de l'IA, ils arrivent à faire de l'incrustation sans fond vert. C'est-à-dire vous tournez là, comme là vous me voyez, je suis dans une vraie forêt, vous avez compris, moi je ne suis pas sur un fond vert depuis tout à l'heure, sans fond vert, et vous passez par certaines bécanes et les machines et les logiciels vont m'incruster dans un autre décor complètement différent, mais pas avec les qualités TikTok, avec les vraies qualités cinématographiques. Donc bref, voilà, j'ai terminé un petit peu ce que je voulais vous expliquer. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, en tout cas, je n'ai pas la gouache pour faire ça moi-même, mais si quelqu'un a envie de poncer cette idée et de la tenter, mais vraiment, ouvrez un studio de podcast fond vert, renseignez-vous sur les techniques parce que le fond vert, c'est une vraie science. Moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné depuis que je l'ai découvert. Renseignez-vous sur les limites et les impératifs techniques pour pouvoir capter des bonnes images sur un fond vert et pouvoir en faire ce qu'on veut après. Mais je vous jure que vous prenez un avantage sur la concurrence qui est démesuré. Par contre, évidemment, ça implique beaucoup plus de travail de votre côté, puisque n'importe quel rush qui aura été tourné, alors vous pourrez tomber sur des clients qui vous diront non, mais moi je veux juste récupérer les rushs fond vert. Donc les rushs sont les images qui ont été tournées brutes, parce que c'est moi-même qui vais faire mon incrustation, j'ai mes artistes, j'ai mes gens, etc. Bon voilà, parfait. Mais on peut aussi proposer, ce sera la proposition de valeur la plus importante, quelque chose de clé en main, où les rushs qui sont récupérés par le client, ils sont déjà incrustés, déjà étalonnés, déjà ça veut dire
ils vont être harmonisés colorimétriquement, excusez-moi, sur le décor que vous aurez créé potentiellement pour lui. Ou alors, solution intermédiaire, le client vient avec son propre décor qu'il a créé lui-même, mais c'est vous qui réalisez l'incrustation. Enfin bref, vous l'aurez compris, pour résumer, il y a un vrai sujet sur la faiblesse pour l'instant de la quantité d'offres de studios d'enregistrement de podcasts à Paris, en tout cas dans les grandes villes. Et dans un deuxième temps, il va y avoir un sujet de c'est super, mais c'est pas parce que vous changez la couleur du néon et la photo qui est derrière l'intervieweur du podcast que les gens vont pas commencer à comprendre que c'est toujours les mêmes décors. Et au bout d'un moment, le sujet, c'est pas de dire c'est pas si grave que ce soit toujours le même décor, c'est qu'en fait, ça rend quand même neutre le format. Ça ne vous appartient pas et on ne sait pas si on est en train de regarder un épisode de votre podcast ou un épisode d'autre chose. Alors, j'exagère encore une fois, mais imaginez si 200 podcasts qui commencent un petit peu à marcher, qui commencent à avoir de l'attraction, qui ont une certaine audience, imaginez si 200 de ces podcasts se tournent dans le même studio avec un décor qui est à 90% le même. Voilà, peut-être que tout ce que je dis ne se vérifiera pas dans la réalité et qu'en réalité tout le monde s'en foutra et sera très content, et moi le premier, parce que du coup ça me permettra d'enregistrer d'autres podcasts avec plein de gens très très cool. Mais je pense qu'il y a un coup à jouer, et encore une fois je suis assez persuadé que même si là on ressent un fort engouement actuel pour le podcast, on n'est pas du tout à l'apogée, on n'est pas du tout au culminant, et il y a encore beaucoup à faire. Et puisqu'on est sur le thème du podcast, il y a aussi quelque chose qu'on a pu constater nous cette semaine, mais dont malheureusement on est conscient depuis très longtemps, mais que assez peu de gens ont réalisé, c'est que le podcast, c'est quelque chose qui est pas extrêmement difficile à exécuter quand vous avez tout le matériel réuni, les gens qui sont disponibles et l'endroit pour tourner. Hein, vous vous asseyez, et puis on espère que ce soit une bonne session, que l'inspiration soit au rendez-vous, que les gens soient à l'aise, etc., que les bonnes réponses soient générées aux bonnes questions. Ça, ok. Il y a un paramètre que peu de gens, parce que peu de gens pratiquent en réalité l'exécution de ce genre de format de production. Il y a un paramètre que peu de gens connaissent, c'est que il y a toujours un énorme risque, mais ça c'est inhérent à n'importe quel tournage de n'importe quel format, mais en podcast il y a quand même quelque chose d'assez récurrent. Il y a toujours un énorme risque pour que quelque chose foire. Imaginons que vous êtes 3 personnes et vous allez tourner un podcast à 3 personnes. Eh bien, il faut que vous compreniez que vous n'enregistrez pas une chose, vous enregistrez, imaginons qu'il y ait une caméra sur chaque personne, un micro sur chaque personne. En réalité, vous êtes en train d'enregistrer 6 éléments différents. Il suffit qu'il y en ait un qui foire, et nous, ça nous arrivait par le passé avec Oussama sur le petit podcast entre nous qu'on a sur sa chaîne. On avait tourné à plusieurs reprises avec notre coloc Arthur Katz, et on a eu des problèmes de son, on ne sait pas pour quelle raison. Fin de tournage, on vient de faire un super épisode, on a tourné pendant 2 heures, c'était super, et bim, fin de tournage, la piste son de l'un des nôtres disparaît. On ne sait pas où elle est. Et c'est pas une erreur ou une machine qui s'est cassée ou quoi. C'est juste comme ça, la machine, la technique ne suit pas. Et là, vous vous rendez compte que il vous reste que vos yeux pour pleurer. Évidemment, on essaye toutes les solutions possibles, même s'il faut désosser un ordinateur pour essayer de retrouver la piste. Évidemment, à la fin, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que là, par exemple, on a tourné, cette semaine, on a tourné dans pas mal d'endroits différents, dans des endroits très pros. Même dans les endroits très pros, cette semaine, il faisait très chaud à Paris. Même dans ces endroits-là, pour des raisons de chaleur, pour des raisons de quoi que ce soit, de bugs logiciels, etc., il y a toujours, ça arrive toujours que ça merde. Il y a une piste vidéo qui s'arrête, il y a une piste son qui n'est pas enregistrée, on ne sait pas, mais la mémoire est saturée plus vite que prévu, etc. etc. Et ça, je pense que vous, quand vous regardez des podcasts, quand vous consommez, on ne se rend pas compte, on pense qu'on allume, on push play sur une caméra et hop, on y va. Et en réalité, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi c'est particulièrement vrai pour le podcast ? Parce que, imaginons vous êtes youtubeur ou influenceur sur ce que vous voulez, LinkedIn, machin, et que vous faites des vidéos de temps en temps, et que vos vidéos, elles durent à tout casser 2 à 5 minutes. Déjà, elles durent 2 à 5 minutes, mais en général, elles sont composées de prises de durée inférieure. Déjà, c'est un montage, c'est un assemblage de prises. Bon, ça veut dire qu'en gros, si vous foirez une prise qui durait initialement 45 secondes, ça fait chier, parce que si elle était parfaite et que vous l'aimiez bien, il va falloir recommencer, mais ça veut juste dire qu'il va falloir refaire une prise de 45 secondes. Voilà. On n'est pas sur la fin du monde, et en général, c'est scripté. En tout cas, vous êtes dans des repères, vous n'êtes pas en totale improvisation, à moins que vous fassiez de la vidéo où vous captez des choses incroyables, spontanées, qui n'arrivent qu'une fois dans le siècle. C'est pas la fin du monde en soi.
Le problème du podcast, c'est que même sur les podcasts extrêmement structurés, où on sait ce qui va être dit, les 5 premières minutes, c'est machin, les 10 suivantes, on est sur tel thème, etc. Même sur des podcasts ultra structurés qui, au passage, moi, sont pas du tout ma tasse de thé, mais permettent quand même d'avoir une direction assez rigide où on sait quand même où on va. Même dans ces podcasts-là, si jamais vous perdez une piste son, sachez que vous perdez la piste son de l'intégralité de, par exemple, l'heure et demie d'échange. Alors, en général, même si les gens ne le ressentent pas forcément, en général, quand on a 2 heures de rush, il y a quand même un petit montage à faire. Ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ne fassent strictement aucun montage. C'est rarissime quand même. Parce que les moments où un tel boit de l'eau, les moments où un tel va pisser, les moments où une telle a besoin juste de regarder son téléphone 3 minutes pour... Bon, c'est pas très intéressant pour les auditeurs. N'oubliez pas qu'avant tout, un podcast s'écoute. Même si on sait qu'il se regarde, il s'écoute avant tout. Donc un blanc de 25 secondes sur quelque chose qui s'écoute, ça peut être fatal pour la rétention. Donc... Quand vous perdez une piste, vous perdez la piste intégrale. Et ça, c'est très violent parce que ce qui s'est passé pendant ce podcast-là, cette prise, 1h30, en plus, si vous êtes avec des gens comme ceux avec qui moi je travaille, qui sont de toute façon en flow en général, dans les podcasts, complètement en roue libre et dans leur inspiration, je peux vous garantir que même si vous vous concentrez très fort, vous ne pourrez pas refaire le podcast que vous avez fait. Vous pouvez le refaire dans la même intention, mais ce qui en ressortira, ce ne sera pas le podcast que vous avez tourné l'an premier. C'est horrible, il faut l'accepter, c'est chiant, etc. Mais c'est quand même... Ça fait mal. C'est autre chose que le petit youtubeur ou même le gros youtubeur qui perd sa prise de 35 secondes, qui était complètement scriptée et qui va pouvoir totalement refaire mieux. Comme ça, au moins, limite, s'il est gagnant. Donc voilà, j'ai pris 25 minutes pour vous expliquer quelque chose de très simple, mais le podcast, c'est un exercice qui n'est pas évident de par sa complexité technique, qui n'est pas si complexe que ça. Quand on regarde les images d'un podcast, on se rend bien compte qu'il n'y a pas des effets spéciaux avec des hélicoptères qui rentrent dans la pièce. Mais il y a ce danger du défaut technique qui ne peut pas être isolé. Alors ça arrive qu'on ait une coupure son pendant 20 secondes. Et là, évidemment, quand on se rend compte que ça n'est que 20 secondes, on est soulagé, on est même ravi qu'il y ait une coupure son que de 20 secondes. Mais c'est aussi très fréquent que ce ne soit pas 20 secondes, mais l'intégralité du temps d'enregistrement. Et ça, quand ça vous arrive, je peux vous garantir que ça fait mal. Ça fait très très mal. Voilà donc pour cette petite aparté sur le thème du podcast. Alors je vous rassure, ce podcast justement n'est pas un podcast sur les podcasts, c'est-à-dire que rassurez-vous, tous les autres épisodes qui suivront, je ne vais pas vous bassiner toute la journée avec ça, mais moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. De toute façon, sinon vous vous doutez bien que je ne serais pas en train d'entreprendre cet enregistrement et je n'aurais pas tenté de faire ce petit format. Alors là, pour vous donner un ressenti en direct, ça s'est calmé un peu la pluie, donc c'est cool, mais je me doute que sous quelque chose de plus intense, de plus battant, ça aurait été très compliqué d'enregistrer, même abrité par la forêt et les arbres. Cette semaine, j'ai décidé de vraiment essayer de poncer le sujet et de voir jusqu'où ça pouvait aller, donc il y a des efforts, j'espère que vous le ressentez, il y a des efforts de stabilisation, il y a des efforts de son, mais tout ça, ça demande une certaine logistique, ça demande un certain mode opératoire. Pour l'instant, ça va. Je vous cache pas que c'est un peu plus... lourd entre guillemets, alors lourd c'est peut-être pas le bon mot, en tout cas ça réduit nettement la spontanéité que pouvait représenter la facilité d'enregistrement que j'ai eue pendant l'épisode 0, la toute première tentative où j'avais juste mon iPhone dans la main. Alors vous vous rappelez de la tétanie pour ceux qui ont regardé de mes 2 épaules et donc le changement de côté de plan incessant qui reposait juste simplement sur le fait qu'en fait mes épaules étaient en train de crever au bout d'une demi-heure à peine d'enregistrement. Mais bon voilà, c'est un petit peu plus complexe, pesant, je ne sais pas trop quel mot utiliser, à mettre en place et à maintenir le long d'eux. Là, j'ai la chance d'être vraiment dans un environnement calme. J'ai croisé qu'une dame depuis ce matin. Donc j'ai commencé, pour vous dire, j'ai commencé à marcher, je crois à 6h15, 6h20, étant donné que la forêt dans laquelle je marche est un peu loin de là où j'habite, donc j'ai dû m'y rendre en voiture, etc. Mais donc voilà, c'est... Je pense quelque chose que je vais poursuivre. Je vous dis pas ça pour vous expliquer que c'est le 2e et dernier épisode, mais ça demande quand même une certaine implication physique, une certaine implication d'organisation. Donc tout ça pour vous dire que si ça continue, il faut que ça serve à quelque chose. Et pour ça, je vais avoir besoin de vous. J'ai mis moi de côté quelques petits sujets intéressants. Je pense que là, on est samedi. Je pense que demain, je vais retourner encore une fois un épisode. J'ai pas encore beaucoup réfléchi au format. En fait, je comptais sur le montage du tout premier épisode pour me dire, bon bah, je montre
je monterai le premier épisode, et la longueur de ce premier épisode-là, in fine, me donnera une indication théorique sur le temps que devrait durer un épisode. Mais donc l'idée, c'est quand même de mettre toutes les chances de notre côté pour que ce format ait une espérance de vie. Alors après, il peut s'arrêter si nécessaire, mais pour ça, je ne vais pas passer par 18 stratégies. La stratégie, c'est d'avoir quand même des choses à dire. Parce qu'il faut quand même vous mettre dans le contexte logistique, c'est... quand on aime se lever tôt, il faut assumer. Moi, j'aime me lever tôt. Quand vous ouvrez les yeux à 5h30 et qu'à 5h45, vous êtes dans la voiture pour aller en forêt, et qu'à 6h15, vous commencez à enregistrer, l'inspiration peut venir progressivement, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que déjà, il y a le fait de se débrider la tronche et d'être capable d'aligner 2 phrases sans s'endormir, sans bâiller et sans trébucher sur le moindre truc qui sera devant vous. Alors là, vous voyez, je fais un énorme effort. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un moucheron qui me casse les couilles depuis 300 mètres, qui ne veut pas me lâcher. Alors là, j'ai l'impression qu'il n'est plus là, mais ils ont un délire, les moucherons. C'est de voler devant votre tronche. Là, ils sont là. Et ils pensent que c'est agréable, je sais pas. Peut-être qu'ils essayent de nous aider, peut-être qu'il y a vraiment une intention bienveillante derrière, mais en tous les cas, moi, c'est un truc qui m'insupporte, particulièrement quand, je vous laisse deviner, quand j'ai les mains prises, comme c'est le cas actuellement, et que je ne peux strictement rien faire, à part nier que je subis. Donc l'inspiration, comme je vous disais, à 6h15 du matin, quand on s'est réveillé 3/4 d'heure plus tôt, et en plus de ça, on a fait un peu de route. Moi, la route, c'est pas quelque chose qui me réveille, je sais pas pour vous, mais à part si vous la faites en motocross à contresens sur la 13. Donc voilà, donc pour éviter d'être pris au piège de l'intention est cool, mec, tu fais ton podcast, tu te balades dans la forêt, mais en réalité tu racontes rien, tu nous apprends rien, tu nous expliques rien, et donc c'est chiant à mourir. Donc pour éviter d'être original, pas que sur le format, entre guillemets, il va falloir céder, et pour ça, je vais, je pense, jeter des thèmes dans une liste de réserve, et chaque liste sera potentiellement, intégralement, si on peut, descendu à chaque enregistrement de chaque épisode. Évidemment, ça sera de toute façon dépendant de l'inspiration que j'aurai sur le moment, mais en tous les cas, ce sera un petit coup de main. C'est-à-dire que peut-être même que je respecterai pas les thèmes, peut-être que j'irai droit sur d'autres choses parce que l'inspiration arrivera, mais ça évitera les temps morts, ça évitera de vous parler de rien. Après, je suis pas le bon gars pour décider et pour juger si les thèmes que j'aborde et la manière dont j'en parle vous intéressent. C'est vous, les bons gars, et c'est vous, les bonnes go. C'est à vous de me dire « Ouais, non, mais c'est cool, mec, en fait, quand tu nous parles de ta recette de confiture, nous, ça nous va. Donc surtout, fais pas le fragile et te dis pas que t'es inintéressant, continue. » Mais ça, c'est à vous de faire des retours. Après, de toute façon, pour être très franc avec vous, ce podcast, je vais le mettre sur YouTube et je vais le mettre sur les plateformes de podcast. Je suis en train de réfléchir à la méthode, à la configuration de publication pour qu'elle soit facile pour moi et qu'elle ne me coûte pas un demi-SMIC par semaine. Mais après, je ne vais pas vraiment, à part peut-être de temps en temps sur LinkedIn ou de manière plus directe avec des gens qui sont vraiment intéressés, je vais pas nécessairement en parler. Je ne vais pas faire la promotion de ce podcast. Pas aller imprimer des affiches de 6 mètres sur 4 pour vous dire qu'il y a Gambad des Gamberges disponibles sur toutes les plateformes. Et je viens de voir un crapaud sauter dans une... Donc je sais pas si on peut appeler ça si c'est une mare, c'est une grosse mare. Il y a un truc dont on se rend pas compte en forêt, là je vais vous faire une petite parenthèse bucolique, scout, ami de la nature. C'est qu'il y a beaucoup de forêts en France. On a la chance d'être dans un pays où on a des zones vertes à n'en plus finir, entre guillemets, évidemment. Il y en a moins que dans d'autres, mais c'est vraiment un kiff de pouvoir tourner dedans. Et pour moi, il y a 2 types de forêts. Donc là, je parle vraiment de forêts, des vrais bois vraiment bien denses, hein, pas le petit parc en bas de chez vous qu'ils ont appelé forêt de machin pour vous donner l'impression que vous êtes en pleine nature alors que vous êtes à 200 mètres d'ici les Moulineaux. Mais il y a 2 types de forêts quand même. C'est-à-dire qu'il y a les forêts qui sont vraiment juste des espaces complètement verts qui sont là, parce qu'ils sont protégés, et parce que de toute façon, on fera rien dedans, mais qui ne sont pas vraiment faits pour les promenades et faits pour que les gens puissent s'y balader, et donc qui sont très peu fréquentés. Et il y a les forêts que tout le monde connaît, qui sont de toute façon en plus dans des zones, dans des régions plus densément peuplées, plus densément visitées. Donc des forêts qui sont tout aussi belles, tout aussi préservées, mais qui sont fréquentées. Et la manière de faire la différence entre les deux, bon, déjà c'est évidemment qu'il y aura beaucoup plus de chemins
petits tracés dans les forêts qui sont visitées. Mais malgré tout, moi, la meilleure manière que j'ai pour faire la différence, et ça, c'était les anciens de ma famille qui m'ont appris ça, c'est que dans une forêt qui est quasiment jamais visitée, pas jamais, mais très peu, il y a des toiles d'araignées partout. Vous allez vous manger des toiles d'araignées dans la gueule, dans n'importe quel petit chemin que vous allez prendre. Et donc, c'est pour ça que vous me voyez de temps en temps me frotter un peu le museau pour enlever les petits filaments de toile. Et dans une forêt où il y a beaucoup plus de personnes qui passent, c'est pas qu'il n'y a pas du tout de toiles d'araignée, c'est qu'il y en a quasiment tous les jours, tous les matins, mais elles sont enlevées par les gens et par le passage. Donc quand vous passez, en général, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'était une petite parenthèse. S'il faut, encore une fois, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va nous dire « Écoutez, moi je suis forêtologue depuis 27 générations, ce que vous dites c'est de la merde, il n'y a pas d'araignées dans les forêts. » Mais je m'en fous, voilà. Moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et ça m'intéresse quand je rentre dans une forêt que je connais pas. Là, c'est le cas aujourd'hui. Et là, je suis revenu sur vous le voyez certainement dans le décor, mais je suis revenu sur une piste un peu grosse, donc je sais qu'il y a des gens qui passent là parce que je vois des traces de vélo, etc. Mais tout à l'heure, j'étais dans un coin de la forêt où je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se balade. Et moi, j'adore ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'adore ça. C'est un peu comme quand vous marchez dans la neige encore intacte, sans la moindre trace de pas. Je sais pas, vous avez l'impression d'être l'élu qui, ayant été évalué méritant par la nature, a le droit de poser la première empreinte et donc de niquer ce tableau parfait avec ses moon boots qu'il a acheté en promo à Decathlon. Voilà pour cette petite parenthèse nature. Hein, c'est important, je m'embête pas, pour rester poli, à vous emmener avec moi avec des moyens techniques un peu tirés par les cheveux pour vous parler en forêt, en marchant, si la nature, c'était pas important pour moi. Alors, je vous le dis tout de suite, moi je suis pas militant écolo, je fais attention comme je peux à la nature. Je ne me revendique d'aucun bord, ni extrême, ni modéré. Voilà. J'ai ma propre conscience. J'évite d'éclater ma vision, ma conscience, d'étaler, pas d'éclater, sur les autres, particulièrement quand ça n'est pas sollicité. Je suis tout à fait cool à discuter de tous ces sujets-là, mais je suis même pas du tout un exemple d'écologie de quoi que ce soit. En revanche, j'ai un amour profond pour la nature. Et c'est un peu bête ce que je vais vous dire, mais je pense que l'itinéraire est là. C'est-à-dire que, peut-être pas pour nous, pour ces générations qu'on a déjà ratées, entre guillemets. Moi, je considère que je fais partie d'une génération qui est déjà ratée écologiquement. Et c'est pas grave, hein. Bien sûr que c'est grave, mais moi, je le vis pas comme quelque chose de grave. Je vais pas penser au suicide à cause de ça. Par contre, ce dont moi je suis sûr, la théorie que j'ai, c'est que on fait attention et on prend soin de ce qu'on aime. Je pense pas qu'on puisse faire attention et qu'on puisse prendre soin de quelque chose qu'on n'aime pas. Alors, il faut quand même être un baiser un petit peu dans sa tête pour ne pas aimer la nature. Alors, se lever le matin et dire « Écoutez, moi, je n'aime pas la nature. Moi, dès que je vois quelque chose de vert ou autre, je brûle. Hein. » On sait que l'homme est le facteur le plus destructeur de l'écosystème de la nature, mais je pense pas que ça vienne du fait que l'homme n'aime pas la nature. Je pense que ça vient du fait que l'homme trouve des raisons toujours plus abracadabrantes et capitalistes et tout ce que tu veux pour prendre des initiatives qui vont vachement nuire à la nature. Et l'homme est extrêmement doué pour s'en battre les reins que ce qu'il fait nuise à la nature. Voilà. Mais donc, pour revenir sur ça, je pense qu'on est capable de prendre soin extrêmement bien et de protéger uniquement ce qu'on aime. Et quand je dis ce, c'est pas forcément que C-E-U-X, c'est ce qu'on aime, les objets, les choses, les éléments qu'on aime. Et donc, pourquoi toute cette digression ? Eh bien, parce que si vous partez de ce constat-là, je pense que le premier itinéraire, c'est d'essayer, tant bien que mal, de faire aimer la nature à n'importe quel individu humain qui arrive sur la planète. Quand je dis aimer la nature, c'est pas juste dire moi je trouve ça vachement sympa quand je passe devant un cerisier en fleurs. Il y a peut-être des gens qui sont pas très sensibles à ce genre de choses-là, mais c'est à peu près unanime, tout le monde trouve les grands cerisiers en fleurs magnifiques. Ok, mais c'est pas ça, aimer la nature. Aimer la nature, comme aimer n'importe quelle autre chose, c'est d'abord la connaître. Alors évidemment, on va pas faire des experts en biologie de tous bords avec 100% des humains qui sont sur la planète, mais j'ai toujours été un petit peu... alors là, je pars en roue libre, hein, il faut pas prendre ça pour argent comptant, mais j'ai toujours été un petit peu interloqué, en tout cas curieux à cause du fait que
À l'école, on nous apprend beaucoup de choses à l'école. Et on nous apprend vraiment des choses top qui sont... Alors, je m'en fous, moi, là, aujourd'hui, dans ce que je vais vous dire, du côté c'est utile, c'est pas utile, la règle de 3, le théorème de Pythagore, je m'en fous. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des fois où on vous apprend des choses à l'école, et ben c'est bien qu'on les apprenne, c'est bien qu'on le sache. Il y a d'autres fois où, évidemment, ça nous laisse un peu plus dubitatif sur est-ce que c'est bien ou pas qu'on ait pris du temps pour rentrer ça dans nos crânes, mais c'est surtout à quel point, des fois, ce qu'on nous apprend, c'est trop loin. Je vais m'expliquer, et je relie ça à ce thème de la nature, ok ? Comment la vie fonctionne dans les grandes lignes. Alors, je ne saurais pas quoi vous dire, mais la végétation, le système, tous les systèmes, l'atmosphère, la naissance, la gravité. Oui, il faut aborder tous ces systèmes-là avec des jeunes enfants. Là, je parle vraiment des époques primaires-collège, hein, évidemment. Après, plus loin, si vous vous dirigez vers des études un peu plus scientifiques et qu'on vous rentre dans la gueule avec des notions très complexes scientifiques, bah, c'est vous qui l'aurez cherché, normalement. Mais là, je parle vraiment de mômes qui ont entre 8 et 15 ans, quoi. Je suis ravi d'avoir appris plein de choses, mais décomposer des molécules, alors je sais même pas si ce que je dis a le moindre sens, mais décomposer des molécules, des atomes, apprendre par cœur des éléments, oui, il y a un côté ludique, amusant, c'est super. La dissection, vous vous rappelez, alors je sais pas si votre génération, en fonction de qui vous êtes et qui vous regarde, et qui vous êtes, entre guillemets, parmi ceux qui me regardent, à quelle génération vous appartenez, mais moi j'ai appartenu à une génération qui disséquait, donc qui découpait une pauvre petite grenouille, je crois que c'était une grenouille, pendant ses cours de SVT. Bon, ok, j'adhère à l'aspect découverte, mais on m'a pas appris autre chose qu'à savoir. C'est-à-dire qu'on m'a étalé de l'information, on m'a étalé de la connaissance, on m'a étalé surtout des choses complexes, de la technique et des choses complètement rigides sur la gueule. Et on m'a dit, si ça, tu le sais pas par cœur à telle date, le 27 janvier, le jour du contrôle, eh ben, t'es une merde. À aucun moment, il y en a un qui s'est posé la question de est-ce que ce qu'on me montre, déjà ça me plaît, mais c'est surtout est-ce que j'arrive à le comprendre. Et donc, est-ce qu'on est en train de m'accompagner à connaître la nature, puisque tout ça repose sur la vie de la Terre, alors il y a un peu de physique, chimie aussi, etc. Mais en gros, là, je m'explique mal, je pense, mais avant d'expliquer comment le foie d'un cheval fait pour traiter telle molécule différemment que que le foie d'un chimpanzé, ça peut être intéressant de connaître un peu mieux les chevaux, de comprendre les chevaux. Peut-être, pourquoi pas, incroyable idée que je suggère à l'éducation nationale, mais il y a forcément une vague de mecs qui vont dire mais attends, mais tu te rends compte de la logistique que ça impliquerait, etc. Bref, pourquoi pas aller au contact, soyons fous, des chevaux, des chimpanzés, des lézards, des araignées, de ce que tu veux. Il y a tout un sujet, vous savez, sur l'alimentation, des théories. Alors moi, je crois ce que j'ai envie de croire, vous croyez ce que vous voulez. On vous dit, quand on expose suffisamment un nombre de fois suffisamment élevé un enfant à tel ou tel aliment, il l'aimera toute sa vie, ou peut-être que c'est le contraire, mais en tous les cas, je crois que il l'aimera toute sa vie. Et au contraire, quand on n'expose pas assez souvent un jeune enfant à un aliment un peu particulier, il y a de très fortes chances qu'il le... Je vais me mettre devant une grande cabane, je ne sais pas comment ils ont fait pour faire ça, mais c'est juste pour vous faire kiffer à l'image. Pour ceux qui regardent le podcast, pour ceux qui ne le regardent pas et qui sont en train de m'insulter dans leur Fiat Panda, parce qu'ils m'écoutent sur Spotify branché à la voiture et qui se disent mais il est complètement con ce mec, à l'audio on ne voit pas ta cabane, et ben sachez juste qu'il y a des mecs qui ont trouvé, je pense qu'il y a au moins 250 branches qui font 5 à 6 mètres de long, des gros morceaux d'arbres de 5 à 6 mètres de long, et qui les ont entassés un peu à la façon tipi indien. Et donc ça fait une gigantesque cabane. En revanche, je ne serais pas serein de laisser mes gosses aller en dessous de ce tas de grosses branches. Je me dis, si ça tombe, on est à peu près sûr qu'il va falloir appeler du secours. Donc, parenthèse refermée. Là, pour le coup, j'ai failli perdre le fil pour de vrai. Je voulais vous dire, pour résumer, parce que là, je vais un petit peu trop loin dans l'explication, mais avant de connaître techniquement, je pense qu'il faut s'assurer que, je vous parlais de l'exposition en termes d'alimentation, il faut peut-être s'assurer que les gamins, surtout ceux qui grandissent dans les villes, soient suffisamment exposés à la nature. Alors on a tendance, quand on parle de la nature, à vite se concentrer sur ce qui est vivant à nos yeux d'humains qui ne voient bouger que les animaux.
On ne se rend pas forcément compte quand on a 5 ans et demi que toute la végétation est vivante et bien au-delà. Mais voilà, je pense qu'on ne fait pas forcément un énorme job à ce niveau. Pas parce qu'on ne peut pas. Moi, je pense que ce n'est pas une question de logistique. Je pense que c'est une question de praticité, de productivité, et puis de toute façon, on s'en bat un petit peu les couilles. Mais plutôt que de foutre des grenouilles crucifiées sur des plaques en inox en cours de SVT pour donner la sensation à des élèves que ce sont des futurs grands prix Nobel de je sais pas quoi, et il en faut, et il nous faut des gens qui vont avoir ces très très hautes capacités médicales, médicales et scientifiques plus tard pour nous aider, nous soigner, découvrir des choses et nous sauver. Mais ça peut être aussi bien, plutôt que de juste crucifier des grenouilles, de nous emmener voir des grenouilles pas crucifiées, au bord d'une mare, là, comme celle que j'ai vue tout à l'heure plonger dedans, de nous emmener voir un peu plus d'animaux. Alors vous vous rappelez forcément tous qu'à un moment donné, dans votre parcours académique, surtout dans les petites écoles, on a dû vous emmener au zoo, on a peut-être dû vous emmener dans une classe de nature, classe verte, classe de nature ou classe de neige, je sais pas. Voilà, mais moi qui ai grandi dans un environnement parisien, dans une école tout ce qu'il y a de plus normal, avec beaucoup d'élèves, certes, mais dans un environnement vraiment sururbain, surcitadin, j'ai pas croisé beaucoup d'animaux pendant ma scolarité. J'ai pas croisé beaucoup de nature pendant ma scolarité. Alors, il y a eu un moment, vous savez, il y a le fameux, les herbiers, on fait faire des herbiers aux enfants, donc il faut qu'ils aillent dans les parcs autour de chez eux et qu'ils ramassent des feuilles mortes, et ils sont contents parce qu'ils ont la plus grosse collection de feuilles différentes. Pour clore ce sujet, parce que là, en fait, je me suis enfoncé dedans, et vous pouvez m'engueuler, vous pouvez m'engueuler et me rappeler à l'ordre quand je digresse et que j'arrive pas à en faire quelque chose et que j'arrive pas à aller au bout. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça a commencé en vous disant, moi je suis pas écolo particulièrement, mais, et c'est pas une revendication, hein, c'est un constat, mais j'aime la nature. Je vais vous dire qu'en gros, je pense que personne ne prendra de risques, ne fera d'efforts, et ne prendra sur soi et ne sera habité par une réelle vocation de protéger quoi que ce soit pour lequel il n'a pas d'amour, d'attachement, plus que d'intérêt ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment la notion d'amour dans la dimension de pouvoir aimer la nature. Et je pense qu'on a des lacunes sur la capacité à faire aimer la nature aux humains. Et je vois bien avec mes camarades qui ont grandi en campagne ou parfois dans d'autres pays très, 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 justement, bucoliques et beaucoup plus immergés dans la nature. On voit bien qu'ils ont déjà une connaissance qui est débordante par rapport à nous de tout ce qu'il y a comme variété et de phénomènes justement reliés à cette nature qu'ils ont côtoyé. Donc en général, ils sont bien plus cultivés sur ce qu'ils connaissent en termes d'environnement que sur un autre environnement naturel. Mais surtout, on voit qu'ils ont un vrai attachement. Ils connaissent les bêtes, ils aiment les bêtes, ils prennent soin des bêtes. Ils ont parfois même appris à soigner les bêtes, à faire attention aux bêtes en fonction des prédations, de qui peut manger qui, etc. Là où le pécor de sa petite citadelle qui a vu passer 3 fois des rats dans les caniveaux et le chat de sa voisine, il va quand même être assez limité en termes d'exposition. Je parlais d'exposition tout à l'heure, il n'a pas été beaucoup exposé aux bêtes, etc. Et donc c'est peut-être un peu difficile pour lui, ou pour elle, quand il atteindra un âge de responsabilité, d'avoir un attachement artificiel. Parce qu'après, vous voyez bien, vous avez des gens qui vont dire « Ah mais attendez, moi j'ai grandi en ville, et j'adore les animaux, j'ai un chihuahua, oui, non mais que vous aimiez les animaux parce que vous les trouvez mignons, attachants, etc. C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est bien. Mais c'est moi qui ai eu des animaux toute ma vie et qui connais beaucoup de gens qui ont des animaux de différentes sortes. Je vois bien la différence entre les gens qui aiment les animaux parce que c'est mignon, parce que c'est sympa, parce que, alors là c'est les pires pour moi, mais c'est parce que c'est des superbes accessoires pour certains, et les gens qui aiment les animaux, point à la ligne. Moi, les gens qui me disent, allez, par exemple, moi je suis très souvent en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, parce que j'ai de la famille là-bas. Là-bas, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, mais il y a un phénomène, c'est qu'il y a beaucoup de chiens, alors, c'est pas particulièrement dans les Côtes d'Armor, mais dans les zones un peu comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont des chiens déjà, et il y a beaucoup de chiens qui se barrent de chez eux. C'est pas forcément qu'ils fuient quelque chose de dramatique, qu'ils sont maltraités ou quoi, mais c'est dans la nature de certains chiens, je crois que c'est des chiens qui fuguent en fait, ils se barrent de chez eux, mais c'est pas nécessairement pour fuir, et au bout d'un moment, ils se sont tellement barrés loin qu'ils sont plus trop capables de revenir, et ils se mettent dans des conditions où ils sont perdus, et un chien qui est perdu, il va chercher son chemin,
souvent un peu paniqué. Bref, donc dans la zone où j'ai ma famille là-bas, ça m'arrive souvent, alors souvent c'est peut-être un mot un peu exagéré, mais il est arrivé très fréquemment que je sois sur la route et que je croise, et de toute façon, donc je croise un chien perdu, et un chien perdu, ça peut être parfois un peu plus technique, mais c'est pas très très difficile à repérer, hein, parce qu'un chien perdu, vous voyez qu'il est en train de chercher son chemin, et si ça fait un sacré moment déjà qu'il est en train de le faire, la détresse peut se lire un petit peu dans son comportement. Donc, il m'arrive très souvent de rouler et de tomber sur un chien perdu. Mais je ne suis pas tout seul sur la route. Sur la route, sur les trottoirs, dans les environs, il y a plein de gens. Donc moi, les gens qui sont là à militer toute la journée pour me dire qu'ils adorent les animaux parce qu'ils ont un poisson rouge ou parce que le labrador de leur petite nièce va vachement bien sur leur photo Instagram, moi, quand je vois un chien perdu, à moins qu'il court vraiment à toute vitesse, qu'il aille dans le sens inverse, et ça m'est déjà arrivé, et que je sais que je vais le perdre de vue dans 10 secondes, je m'arrête et je vois ce que je peux faire. Attention, mais ça c'est pour les gens qui écouteraient et qui ne sont pas forcément très qualifiés, attention aux chiens, dans le sens où les chiens ne sont jamais... De toute façon, il n'y a pas d'animaux méchants. Un chien n'est jamais méchant, mais un chien peut être, surtout quand il est perdu, extrêmement perturbé et avoir des comportements vis-à-vis du vôtre qui peuvent grandement vous surprendre, et qui peut tout à fait essayer de se défendre alors qu'il n'y a pas lieu, et donc vous faire mal, mais ce sera entre guillemets de votre faute, c'est pas qu'il veut quoi que ce soit, c'est qu'il interprétera votre comportement comme il le pourra dans le contexte où vous le retrouverez, et donc sachez qu'il y a un risque. Donc on n'approche pas n'importe quel chien comme ça, on ne prend pas la confiance parce que quand vous allez voir le chien de votre tata, il vous fait la fête et que vous êtes un ami des bêtes, non. Quand vous approchez un chien que vous ne connaissez pas, même si c'est pas un chien qui est perdu, et ça c'est quelque chose que je vous invite à inculquer à vos gosses très très tôt, même un chien qui a l'air tout stone dans un parc, tranquille avec sa maîtresse, on n'approche pas un chien qu'on ne connaît pas n'importe comment. Il y a une manière de faire si on veut vraiment le faire. C'est toujours avec l'accord du maître ou de la maîtresse s'il est présent. Et au-delà de cet accord-là, faites attention parce que les animaux ont leur propre lecture de ce que vous faites, ont leur propre interprétation. Et s'ils vous mordent, c'est pas eux, c'est pas leur faute, c'est la vôtre. Okay, c'est toujours une réaction. Donc, pour en revenir à nos chiens perdus, moi quand je vois un chien perdu, et je l'ai fait 15 fois dans les Côtes d'Armor, mais vraiment quand je vous dis 15 fois, c'est pas exagéré, et c'est quelque chose de très courant, hein. Je suis très très loin d'être le seul à faire ça, c'est tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais le veto, la famille que j'ai là-bas a beaucoup d'animaux donc, dans la maison, donc on connaît bien le veto local. Le veto local, tous les jours chez lui, il y a quelqu'un qui tape et qui dit « Ah bah j'ai trouvé tel chien, j'ai trouvé tel chat, j'ai ramassé un truc, j'ai ramassé ci, j'ai ramassé ça ». C'est normal, les gens font attention. Mais la plupart des gens, surtout que c'est une zone comme ça un petit peu balnéaire, alors balnéaire... version Bretagne, vous connaissez, donc on n'est pas dans les eaux à 30 degrés, mais ça reste quand même des littoraux magnifiques. Donc, ça veut dire qu'à l'arrivée des beaux jours, on se prend des petites vagues de touristes dans la tronche, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Mais quand il y a un peu de monde et que la densité de population est plus élevée que d'habitude dans ces zones-là, croyez-moi, quand il y a un chien qui est perdu, tout le monde le remarque, tout le monde est là, oh regarde-le, oh il est comme il est mignon celui-là, machin. Il n'y en a pas un qui bouge son cul. Ok ? Vous verriez un enfant de 5 ans courir en pleurant sur la voie rapide, je veux dire, le GIGN arrive en 2 minutes, normalement, en France. Donc, juste pour en revenir à ces amoureux des bêtes du dimanche matin, si on aime quelque chose, on est censé être en capacité et avoir une empathie et une implication suffisante pour vraiment y faire attention et donc intervenir quand il y a besoin. Prenez pas des risques, vous arrêtez pas sur une autoroute à 4 voies en plein virage parce que vous avez vu un hérisson, vous mettez pas en danger, mettez pas la vie d'autrui en danger, mais je comprends pas, moi, les gens qui me disent qu'ils sont amoureux des bêtes et qui sont sensibles à la cause animale, au-delà de toutes les dérives d'industrie et de l'homme, etc. Mais si vous êtes sensible à la cause animale, le moindre animal que vous voyez qui est en détresse et que vous êtes en mesure d'aider à votre petit niveau, vous êtes censé sauter sur l'occasion. Pas pour votre satisfaction personnelle, mais parce qu'en fait, c'est d'après ce que vous dites, c'est dans votre code, dans votre comportement. Bon, voilà. Donc, si vous aimez les bêtes, protégez-les. Et pour refinir sur cette digression infinie, je pense qu'on ne peut protéger et préserver la nature que si on l'aime, et que peut-être que la clé, alors c'est vachement utopique, mielleux, discours de bon con bien mou, etc., mais c'est vraiment quelque chose que je pense profondément. Je pense qu'on ne sera en mesure de régler des solutions profondes, comportementales, humaines, vis-à-vis de la nature, qu'en insufflant plus de connaissances de la nature et d'amour pour la nature, en générant plus de
potentiel d'opportunité, d'amour pour la nature chez l'homme. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est évident. Mais peut-être que ça l'est pas pour tout le monde. Aimer être dans la nature, c'est pas juste trouver des cerisiers beaux quand ils sont en fleurs. C'est s'y intéresser, c'est vraiment apprécier. Et tout ça, je pense que ça passe par le fait d'y avoir été exposé d'une manière assez spécifique pour construire vraiment un lien, un attachement. Je sais pas pour aujourd'hui si on a abordé suffisamment de thèmes. J'ai aucune idée. Donc là, je pense que ça va faire 1h30, 1h45 que je me balade et que je marche. Alors évidemment, j'ai pas 1h45 de rush, hein, mais il y a eu des moments où j'ai arrêté de filmer, etc. etc. Mais je pense que j'ai ce qu'il faut pour aujourd'hui. J'ai pas marché très très vite. Alors c'est compliqué en fait avec le setup actuel où je stabilise l'iPhone et en même temps je tiens le micro et en même temps je suis dans une forêt que je connais pas où il faut quand même que, même si quand je suis sur une piste qui va tout droit, bon bah c'est pas très compliqué d'aller tout droit, mais il faut quand même que je regarde un petit peu où je vais. C'est quelque chose qui, je vous le cache pas, me chagrine un petit peu, c'est pas grave, mais j'aime bien quand je vais faire une marche, mettre un petit peu d'intensité, donc à voir comment solutionner ce point technique. Avant de vous laisser, donc c'est la fin de ce 2e épisode. Vraiment, je pense que là, on est dans une phase où j'ai testé le tout premier avec ses limites techniques. Et j'espère que pour ceux qui l'ont regardé, ça n'a pas été de la torture, au contraire. Mais le but du jeu pour cette étape d'aujourd'hui, c'était de ne pas abandonner et de passer à l'étape supérieure en mettant un peu plus de complexité matérielle et de, pourquoi pas, d'inspiration. Donc j'espère que les petits sujets que j'ai abordés aujourd'hui, parfois un peu en longueur, j'en sais rien, je verrai ça au montage et c'est vous qui me le direz, j'espère que ça a été. J'espère qu'il y a au moins une personne qui a écouté, qui a appris quelque chose, qu'elle se manifeste. Je ne sais pas comment, mais manifestez-vous. Ce que je veux vous dire par contre, c'est que je pense qu'on est dans une étape où là, je vais avoir besoin de vous. Je vais continuer, en tout cas, je m'attends à faire un 3e épisode sans doute. Il y a un moment donné où je pense que je vais avoir besoin d'un petit peu d'aiguillage. Donc pour ceux qui sont chauds pour bêta-tester, entre guillemets, ce podcast, ce qui veut strictement rien dire, mais vous avez compris l'intention, voilà, dites-moi, je vais pas me flageller avec vos retours et me dire « Ah, je suis qu'une merde », etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, si tous les gens dont l'avis me semble être constructif et intentionnellement bon pour faire progresser le format me disent qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, moi j'écoute, j'essaye tant que c'est dans mon scope technique possible, tant que c'est dans mon intention et tant que ça sort pas de ce que j'avais envie de faire, j'essaye. Et puis le but c'est que si ce format doit poursuivre et rester, et bien qu'il le reste, mais que ce soit à la fois grâce à moi, entre guillemets, mais surtout grâce à vous, grâce au retour que vous m'en ferez. J'aurais beaucoup aimé, pour vous donner un feedback à chaud de cet épisode, j'aurais beaucoup aimé avoir une liste plus structurée de sujets. Je sais pas, ça s'est pas fait comme je l'attendais, donc je suis quand même content de vous en reparler, justement un petit peu de la nature, un petit peu du podcast, un petit peu d'Oussama, un petit peu des forêts, etc. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai brossé aujourd'hui. Mais voilà, j'aurais aimé avoir un truc un peu plus défini et pouvoir m'enfoncer un peu plus loin dans les tiroirs de chaque petit thème. Donc, je sais que le prochain coup, c'est sur ça que je vais prioriser. J'espère, et ça, je vais le voir en montage, donc je n'ai vraiment vu aucune prise. J'espère que le cadrage a été. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que celui de la semaine passée, le tout premier, je me cadrais à l'iPhone, mais vous savez, avec la caméra de face, donc la caméra selfie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je jetais un coup d'œil à mon téléphone, je voyais, grosso merdo, si j'étais dans le champ ou pas. Là, le téléphone est sur un stabilisateur que je tiens, donc qui a la qualité de ne pas me tuer les 2 épaules, mais il est du côté de la bonne caméra. Pourquoi ? Pour vous donner une image la plus sympa possible. Mais donc, ça veut vous dire que je ne sais pas vraiment quel est le cadre. Je ne sais pas vraiment si ma tête est plus à gauche, plus à droite. J'en ai quand même une petite idée, mais en plus de ça, pour ceux qui connaissent les stabilisateurs, il y a quand même une certaine technique pour les tenir. C'est des appareils qui réagissent à vos mouvements. Donc voilà, il se peut que parfois le cadre parte. Donc ça, je le verrai au montage. Si c'est une catastrophe, vous m'en excuserez. Je pense pas que ça en soit une. Mais j'espère que vous serez tolérants là-dessus. C'est le premier. J'irai prendre des cours, entre guillemets, de stabilisation s'il faut. Voilà, j'espère que pour le son, c'est aussi quelque chose de cool. Au début, je voulais tout simplement l'accrocher ici. Mais en fait, il y a une énorme différence. Et ça m'emmerde pas de tenir le petit micro comme ça. Par contre, pour avoir écouté les rush tests que j'ai fait hier soir avec rigueur pour savoir si l'environnement technique que j'allais apporter faisait une vraie différence, il y a une vraie différence de son entre quand je vous parle comme ça et si je laisse le micro. Alors oui, il y en a qui vont dire « Attends, mais on t'entend très bien, etc. » Oui, mais ces micros sont d'une bonne qualité et je trouvais ça dommage
Je suis à peu près sûr qu'à l'épisode précédent, j'en ai pas parlé, mais pour celles et ceux qui tomberaient sur ce format-là et qui seraient pas déjà en lien avec moi sur LinkedIn ou, j'allais dire mes autres réseaux, mais j'ai pas d'autres réseaux, comme ça c'est beaucoup plus simple. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, hein, Basile Viane, vous me trouverez facilement. Envoyez-moi un message si vous voulez pas, si vous voulez juste me suivre ou être en contact, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais n'hésitez pas, si vous voulez me contacter, que ce soit pour me donner vos retours sur ce format ou pour autre chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous préviens juste. J'en parlerai, j'espère, dans les prochains épisodes. Moi, mon business, enfin, pas mon business, mais en tout cas, mon domaine, c'est l'outbound. Donc, pour résumer avec un mot que je déteste, c'est la prospection. C'est le fait d'aller vers les autres pour essayer de générer du business. C'est la vente aussi, mais particulièrement avant la vente, l'outbound. Donc, juste pour prévenir les gens qui me démarcheraient, qui m'enverraient un message sur LinkedIn parce que j'ai dit n'hésitez pas à me contacter ici. Sachez que je suis, entre guillemets, sans pitié avec les gens qui se permettent de prospecter sur LinkedIn de manière absolument inacceptable en termes de qualité, d'implication et de naturel. Donc il ne faut pas avoir peur si jamais vous m'envoyez le pire message de prospection, que je vous renvoie un petit correctif. C'est des choses que j'aime bien faire quand je sens que la personne derrière avait une bonne intention, mais en tout cas c'est laisser aller à la facilité du pauvre message dégueulasse automatisé de contact. En dehors de ces deux cas-là, qui que vous soyez, si vous voulez juste entrer en contact avec moi et qu'on échange, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. J'y suis pas non plus toutes les 3 minutes, hein. Calmez-vous pour ceux qui sont... Non, je ne passe pas toutes les 30 secondes sur ma messagerie LinkedIn. En plus de ça, ceux qui me connaissent le savent, je suis un extrêmement mauvais élève sur LinkedIn. D'ailleurs, je trouve que l'inbox de LinkedIn est un enfer sur Terre. Petit message si jamais vous arrivez à leur faire passer. Pourquoi ils n'essayent pas de se rapprocher de la manière de fonctionner des messageries classiques, où on peut retrouver des messages, organiser les choses beaucoup mieux, et surtout où le fait de... Alors ça, c'est un truc que je trouve assez incroyable, et on finira là-dessus. On finira sur un coup de gueule technique. C'est sur ordinateur. Alors moi, en ce moment, je vais plus sur LinkedIn sur ordinateur parce que mon téléphone est en train de rendre l'âme, donc je le ménage comme je peux. Mais sur ordinateur, quand vous vous connectez à votre messagerie, enfin quand vous allez sur les messages LinkedIn, vous ouvrez automatiquement le dernier message. C'est-à-dire le fait, en tout cas moi c'est comme ça que ça se passe, le fait d'être dessus, vous arrivez sur la messagerie, le dernier message reçu est lu, même si vous ne l'avez pas lu. C'est génial, même si vous avez choisi de ne pas le lire. C'est-à-dire qu'en fait si vous vous connectez sans faire attention à votre messagerie, enfin si vous allez dessus rapidement et que vous passez à autre chose, vous avez un message que vous n'avez jamais lu, qui est considéré comme lu, et pour en plus de ça, disparaître après dans le flow. Alors évidemment ça concerne que les gens qui reçoivent une certaine quantité de messages, mais il n'y a pas besoin d'en recevoir 400 par jour pour que ce soit insupportable. Vous en recevez 20 dans les 3 heures, dans 3 heures, le flow fait que les messages disparaissent les uns à la suite des autres, un petit peu comme un chat en fait. La messagerie de LinkedIn, c'est plus un chat qu'une messagerie. Voilà, mais bon, c'est pas grave, il y a plein de super bonnes features qui sont là, donc aidons-les à améliorer ça, mais la messagerie LinkedIn, pour l'instant, pour moi, ça reste une vraie douleur. Donc on va finir là-dessus. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'espère que le nom que j'ai choisi vous plaît. Moi, il me plaît beaucoup. Gamba des Gamberges, hein, je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi. À la base, on était parti sur d'autres petites pistes, évidemment, sur des pistes qui étaient un peu trop mainstream pour jamais avoir été utilisées. Et puis pour vous donner l'anecdote, comment je suis passé de... Alors, l'origine, c'était Walk and Talk. Et évidemment, il y a 260 personnes qui ont déjà appelé des choses comme ça. Puis alors, parfois, c'est ça qui est sidérant. Mais parfois, il y a des gens qui utilisent des noms pour quelque chose qui n'a rien à voir. Il y a une marque de vêtements, je crois, ou peut-être une connerie, qui s'appelle Walk and Talk. Et qui n'a rien à voir avec la marche, bien évidemment. Donc, peu importe. Donc, c'est passé de Walk and Talk. Donc, je vais rester sur cette base de parler et de marcher. Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui tourne autour et qui ne soit pas Walk and Talk, étant donné qu'il n'y a pas de disponibilité là-dessus. J'ai pensé à Talkie Walkie. Je me suis dit, il n'y a pas de podcast qui s'appelle Talkie Walkie. Évidemment, si. Et encore une fois, il y en a un ou deux, je crois. Et ils n'ont rien à voir avec marcher ou parler. C'est juste qu'ils trouvaient le nom marrant. Et donc, je suis passé par tout un tas de choses. J'ai voulu revenir à des essentiels. Je crois qu'à un moment donné, je voulais appeler ça « À l'heure où blanchit la campagne », pour faire une petite référence qualitative, mais c'était un petit peu trop flou pour la proposition de valeur. Donc, je suis passé à autre chose. Là, pour le coup, je pense que ça aurait été disponible. Mais j'ai voulu appeler ça « Promenons-nous dans les bois », parce que je vous rappelle que le concept, c'est que moi, je marche en vous racontant tout ce qui me passe par la tête, entre guillemets, le tout en capturant ce qui se passe, mais dans des forêts, comme vous pouvez le constater. Promenons-nous dans les bois. Évidemment, il y en a qui ont déjà fait quelque chose.
le petit pousset, promenons-nous dans les bois, etc. Jusqu'au moment où je me suis rappelé que, avant de penser à cette... pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent, avant de penser à allier la marche avec l'enregistrement de ce podcast, je voulais tout simplement faire un podcast seul, en autonomie, donc comme je vous l'ai expliqué, grâce à l'initiative de Théo Lyon sur sa version en roue libre de Road to 10 Million, son podcast, mais tout seul chez moi à la maison, et je voulais appeler ça Gamberge. Donc là, il n'y aurait pas eu de marche ou quoi que ce soit, c'était juste moi seul avec mon micro. Donc je suis reparti sur Gamberge, et il se trouve que, il y a 2 mots qui veulent dire ce que je veux, c'est-à-dire à la fois marcher et à la fois parler, mais plutôt dans le sens discuter, cogiter, réfléchir ensemble. Et donc gambade et gamberge, voilà. Voilà comment on en est arrivé là. Je vous souhaite de passer, en fonction de quand vous regarderez ce podcast, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne Thanksgiving, une bonne ce que vous voulez. Posez-moi vos questions pour ceux qui en ont. Venez me faire vos retours, vraiment, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui ont envie, n'ayez pas peur, je ne mords pas. Au contraire, j'apprécierais la peine que vous aurez pris à regarder ce ou ces épisodes et l'initiative que vous aurez pris à venir me faire vos retours. Pour ceux qui n'en ont rien à cirer, c'est votre droit, le plus sacré. Donc passez une bonne journée aussi. Et on se retrouve, j'espère, bientôt pour un 3e épisode, où là, et on le note tous ensemble aujourd'hui, donc normalement le setup sera le même, je l'espère, si je vois que ça rend bien. J'espère qu'il fera un peu plus beau, c'était un peu chiant au début avec la pluie parce que je devais m'arrêter, de me mettre à l'abri des fois, parce que c'est quand même pas du matos étanche. Mais les petits devoirs que j'ai pour la prochaine fois, c'est que la prochaine session, j'arrive tout de même si on sait que l'inspiration peut déborder et prendre le dessus, j'arrive avec une liste de sujets équilibrés, c'est-à-dire qu'on peut parler de choses pas trop enfermées dans un seul secteur, dans un seul thème, avec une liste de sujets et de quoi pouvoir tenir, on va dire, l'heure, vraiment sans trop se perdre et puis en ayant toujours de quoi réalimenter la conversation. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous, surtout passez une bonne journée, une bonne semaine, une bonne ce que vous voulez. Créez du contenu, créez des choses, faites, et on se tient très vite au courant sur le prochain épisode. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment, si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.